La place est gratuite, on est très sympa et on va vous apprendre plein de choses. Alors, moi je suis, désolé, c'est pas très poli, mais je commence par moi, mon ego, on est très satisfait. Je suis Sébastien Célimon et je suis le rédacteur en chef du magazine Animeland. Autour de moi aujourd'hui, je vais commencer par les dames. On a une parité sur scène et c'est une très bonne idée. Nous avons donc Marine Lafontaine de Verytoon. Nous avons Émilie Coudra de Webtoon, Naver Webtoon, Stéphane Ferrand de Webtoon Factory et Young Rae Kim de Picoma. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal puisqu'ils sont partenaires officiels de Japan Expo. Bonjour tout le monde, vous avez des micros, on va les faire circuler. Alors, messieurs, dames, venez, avancez-vous, on va parler de Webtoon. C'est pas du tout un phénomène qui marche en ce moment, je sais que c'est le matin, mais surtout venez et à la fin de la présentation, vous pourrez en plus vous entretenir avec nos invités. Alors, chers amis, eh bien déjà, comment ça va après 2 jours de festival? Prenez un micro et donnez-nous votre sentiment en tant que finalement nouveau exposant, puisque c'est la première année que le Webtoon est présent en force à Japan Expo. Voilà, comment est-ce que ça se passe pour vous de manière globale? Quel regard vous portez sur Japan Expo? Bien sûr, Young Rae, je t'en prie, commence. Bon, cette année, c'est la première fois qu'on participe en tant que Picoma. Bon, Picoma a été lancé en mars, bon, ça fait pas très longtemps. Mais en tout cas, tout le monde est content. Je pense que les éditeurs partenaires sont contents et je pense que les auteurs sont contents. Donc on est tous contents d'être là, en physique, c'est important, pour se voir et pour se parler. Bonjour tout le monde. Fais de la bouche, fais de la bouche. Du coup, nous, on est Verytoon, on est sur le Hall 5 et on est très content d'être là. C'est une grande opportunité et on est très heureux du succès et de toutes les visites qu'on reçoit. Bonjour à tous, moi je suis Émilie, je représente Webtoon. Et alors pour nous c'est une super expérience parce que c'est la première fois que finalement on s'expose comme ça au public français et c'est la première fois que nos créateurs rencontrent leurs fans. Et c'est incroyable, tout le monde est tellement gentil et tellement généreux. Donc on passe un moment, même si c'est fatigant, on passe un très bon moment. Bonjour, donc moi je suis Stéphane, je travaille pour Webtoon Factory que vous retrouvez avec le stand Vega dans la partie éditeur. Alors effectivement, je crois qu'on est vraiment tous contents d'être là, d'autant plus qu'on considère que le Webtoon s'adresse aussi au même public, au pluriel, que l'on va trouver autour du manga. On est vraiment sur la même modernité et ça nous fait très plaisir de voir que les gens viennent naturellement nous voir, comme ils viennent voir nos collègues également, avec beaucoup de curiosité, d'envie et d'attente, surtout vis-à-vis du Webtoon, qui est un format qui vraiment se développe. Donc merci aussi d'être là et on est très contents. Alors, est-ce que au fond, vous nous entendez bien? Parce qu'on a un retour sur scène qui est un petit peu étouffé. Tout super. Alors, messieurs, dames, venez écouter le Webtoon, venez rencontrer les plateformes de Webtoon. Ah, mais je fais mon job, monsieur, je fais mon job. Donc, alors, vous avez fait votre petit retour sur le festival. Tu parlais des publics et du coup, est-ce que vous rencontrez beaucoup de néophytes? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de dire une proportion de gens qui ne connaissent pas le Webtoon sur votre stand ou ce ne sont que des fans finalement que vous rencontrez? Alors, pour ceux qui ont des stands, évidemment, c'est peut-être plus parlant. Mais voilà, est-ce que vous avez déjà un retour sur les attentes et les profils des publics? On a un petit peu tout type de public et c'est là où c'est intéressant avec le Webtoon. Hein. Tout le monde a un téléphone portable dans sa poche, donc tout le monde est à même de pouvoir accéder à des contenus. On va avoir des jeunes, on va avoir des gens plutôt de 20 ans, de 30 ans, 40 ans, voire 50 ans. On a pas mal de gens encore qui viennent en se disant « mais qu'est-ce que c'est que le Webtoon ?» Est-ce que c'est juste les pages d'une BD que l'on remet côte à côte? Est-ce que c'est une autre manière de raconter? Donc ça nous permet effectivement de discuter et de présenter tout ça. Et puis on a aussi des gens, bien sûr plutôt dans les populations les plus jeunes, qui eux connaissent très bien, qui lisent régulièrement des titres sur Naver ou sur Picoma ou sur Webtoon Factory ou même sur d'autres supports et qui, eux, sont curieux de savoir
quels vont être les nouveaux auteurs, les nouvelles séries, qu'est-ce qu'on va développer. Donc on est déjà face à un public qui essaye aussi de se projeter dans des lectures, dans des rendez-vous à venir. Alors, moi, je peux répondre effectivement à cette question aussi parce que c'est intéressant. On a souvent, alors évidemment, il y en a qui ne connaissent pas encore Webtoon, mais on a souvent des fans qui viennent pour un auteur en particulier et en fait, ils ont un plaisir de fou à découvrir d'autres créateurs. Donc, ils passent leur temps à parler à des créateurs qu'ils ne connaissaient pas et à parler de leur série, à découvrir les dessins. Donc c'est génial parce que voilà, ils sont vraiment... Et ça, je trouve que c'est un très bon esprit. C'est l'esprit de Japan Expo, me semble-t-il. C'est d'être ouvert à la découverte de plein d'autres choses. Et en fait, c'est ça que viennent voir les gens chez nous. C'est vraiment découvrir des créateurs, qu'ils soient français, coréens. Et voilà, c'est la curiosité ambiante qui est géniale, en fait. Alors, sur notre stand, on est associé à K-Books. Du coup, on a à la fois du papier et du numérique. Pardon, excusez-moi. Et ce qui fait qu'on a des profils qui sont très variés. On a à la fois des gens qui connaissent déjà, par exemple, Solo Leveling et qui arrivent pour acheter tous les tomes, ce genre de choses. Et on a aussi des personnes qui ne connaissent absolument pas. Et comme on a une campagne d'inscription en ce moment sur notre stand qui permet aux gens de gagner des objets collector, ce genre de choses, il y a beaucoup de curieux qui vont tenter, ce qui leur permet de gagner des coins bonus dès l'inscription. Et on espère vraiment susciter de la curiosité avec ça et permettre aux gens de découvrir encore plus ce qu'est le webtoon. J'ai l'impression que cette année, en tout cas sur Japan Expo, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent en famille par rapport aux éditions précédentes. Et il est vrai qu'une bonne partie de ces personnes ne connaissent pas forcément ce qu'est le webtoon, contrairement à leurs enfants et aux ados typiquement, qui connaissent beaucoup plus le webtoon que leurs parents, bien entendu. Et en tout cas, d'une manière générale, j'ai l'impression que le webtoon, par rapport à il y a 4 ou 5 ans, a beaucoup plus pris. En tout cas, il y a plus de connaisseurs qu'avant. Bien sûr, tout le monde ne connaît pas, mais ça progresse petit à petit au fur et à mesure du temps. Merci. Alors désolé, tout à l'heure, j'étais un petit peu stress. Je ne sais pas si c'est le café, mais voilà. Donc, je vais redire les choses de manière plus smooth. Chers amis, venez écouter le webtoon sur cette scène, s'il vous plaît. Voilà. Finalement, ce café, il me fait vraiment un drôle d'effet. Ouais, je pense que je vais abuser des tic-tac après. Alors, merci. Vous avez chacun, vous êtes représentant de plateformes, mais ce qui est hyper intéressant dans le webtoon aujourd'hui, c'est sa variété et sa diversité. Ici, par exemple, alors c'était pas voulu, mais Stéphane et Émilie, vous proposez des webtoons de créateurs français. Verytoon et Picoma, vous êtes plus sur de l'exploitation de catalogues d'œuvres coréennes. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement que vous puissiez nous dire aujourd'hui, avec le marché français, comment est-ce que vous voyez l'attente de vos publics spécifiques. Et finalement, Émilie, tu parlais des auteurs français qui signent et que le public est vraiment ravi de rencontrer. Est-ce que, sur les retours que tu peux avoir de la Corée, par exemple, c'est quelque chose qui est aussi fort en Corée sur la popularité des auteurs de webtoon? J'ai une petite idée de la réponse, mais je préfère que tu le dises. Oui, alors on va pas se mentir, aujourd'hui, c'est vrai que les auteurs coréens, voire même certains créateurs américains sont un peu plus populaires sur la plateforme française. Mais en fait, pour nous, de faire venir ces titres coréens à succès et de faire venir aussi ces créateurs ici à très fort succès, c'est une façon pour nous de donner aussi à voir à nos auteurs français ce qu'il leur est possible d'atteindre. C'est-à-dire qu'on veut leur montrer que ils peuvent avoir le même succès et c'est ce qu'on leur souhaite. Et certains sont vraiment, on va dire, sur la bonne voie pour devenir, j'espère, d'aussi grosses stars mondiales que certains de nos auteurs étrangers. Mais voilà, c'est un peu l'idée de Webtoon, c'est d'essayer de montrer l'exemple avec effectivement des gros hits comme True Beauty, High School Mercenary et plein d'autres. Et leur dire, c'est ça un super Webtoon, essayez du plus possible de vous en rapprocher, tout en ayant quand même votre culture française, parce qu'on y est attaché, et c'est ce qui nous, j'allais dire drive. Désolée pour le franglais là, c'est pas terrible, mais c'est ce qui nous motive chez Webtoon, c'est
Pour nous, le succès de notre plateforme ici, elle ne sera guidée que par la création française. Et on veut vraiment créer un webtoon français. On veut qu'il y ait une culture, on veut que, qu'il soit pas tout à fait comme effectivement des créations coréennes ou américaines. Et on veut donner notre petite touche française/européenne. Et pour l'instant, franchement, on s'en sort plutôt pas mal. En tout cas, la création française, elle est dingue. Et c'est pour ça qu'on est venu aussi en France. C'est parce que, et on le voit là, on a une appétence pour le manga, pour la culture pop de façon générale, et on a une création de folie en France. Donc on a toute notre place là, et les créateurs français vont clairement atteindre les niveaux de toutes les plus grosses stars coréennes. Ils sont en place depuis 2004, en Corée, c'est normal. Nous, on vient de commencer il y a 2 ans, donc on va leur laisser un peu le temps d'atteindre les étoiles. Qui veut prendre la parole? Alors, je peux être que d'accord avec tout ce que tu dis, évidemment, puisque voilà, Webtoon Factory s'est construit sur la possibilité de proposer uniquement du webtoon fait avec des auteurs français. Donc, depuis 4 ans qu'on travaille effectivement sur ce format, on a toute une génération aujourd'hui d'auteurs qui sont des créateurs français et un petit peu européens également. Et le webtoon, somme toute, c'est jamais qu'un format, c'est un modèle. Donc, tous les auteurs peuvent s'y appliquer, quelle que soit leur nationalité. C'est toujours la même chose. Notre but, c'est de raconter des histoires, d'avoir une définition de personnages, de faire vivre des aventures. Après, voilà, les créateurs, ils viennent d'un endroit ou de l'autre. C'est extrêmement divers. Et comme Webtoon Factory appartient à Dupuis, Dupuis qui a 100 ans cette année, on a évidemment énormément d'auteurs et une méthodologie éditoriale qui nous amène toujours à avoir ce réflexe de travailler avec des auteurs en direct. Ce qui fait qu'on a des auteurs Dupuis qui se sont mis au webtoon, donc des gens qui faisaient de la BD, qui se sont mis au webtoon. On a des auteurs qui n'ont jamais fait de BD, mais qui se mettent au webtoon. On a des formats très différents. On a même l'un de nos webtoons phares qui est Arena par le chef Otaku, donc le fameux influenceur manga, qui lui n'a jamais fait de BD, n'a jamais fait de manga, n'a jamais fait de webtoon, et qui là s'est lancé effectivement dans le scénario d'un webtoon, ce qui nous permet de proposer. Donc c'est un format somme toute extrêmement ouvert, qui permet d'envisager dans un pays comme la France, où on a énormément d'auteurs qui ont des histoires originales, qui ont la capacité de créer des personnages forts, emblématiques et antagonistes, de s'exprimer. Alors, merci. Du coup, sur vos typologies spécifiques, Verytoon et Picoma, vous travaillez à partir du coup de catalogues que vous allez chercher en Corée et un petit peu d'achat de droits, parce que Picoma, vous avez la particularité d'avoir une double typologie de contenu manga et webtoon. Comment vous procédez en termes de sélection éditoriale pour vos plateformes aujourd'hui, pour le public français? Alors pour le public français, pour Picoma notamment, on propose majoritairement, en tout cas sur la partie webtoon, des webtoons qui viennent de Corée, mais pas seulement. Picoma est la première application au monde de lecture de manga et de webtoon, et au Japon également. Et on a donc créé un marché au Japon qui a permis l'émergence notamment d'auteurs et des revenus qui vont avec. Et il y a de plus en plus d'auteurs japonais également qui s'y mettent. Par exemple, on a un très bon webtoon de l'autrice de Princess Jellyfish qui est actuellement en webtoon puisqu'elle s'est mise au webtoon et qui rencontre un certain succès chez nous également. Et d'une manière générale, on ne compartimente pas les choses. Donc on a à la fois des webtoons coréens, des webtoons japonais, mais également chinois, puisque le marché chinois se met également en webtoon. Et du côté du manga et des créations françaises, bien entendu, on soutient notamment les créations françaises via les éditeurs qui sont les spécialistes du domaine, notamment sur les créations de Glénat, Orion versus Fighting Story, etc., etc. Et on soutient donc indirectement, certes, mais la création française et la scène française également. Alors moi je suis plus du côté de la production éditoriale que vraiment les choix qui sont faits.
Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaye surtout d'avoir un choix très varié donc, de séries afin de toucher un maximum de public. Et à terme, nous aimerions aussi avoir de la création française. Pour l'instant, ce n'est pas notre priorité parce que nous sommes encore en cours de développement. On est une plateforme qui est encore très jeune. Mais comme on est relié au groupe Delcourt, on sait qu'il y a des auteurs qui sont intéressés par le format et qui aimeraient se lancer dedans. Et pour le moment, c'est surtout effectivement de l'achat de licences, que ce soit de Corée ou d'ailleurs, afin vraiment d'avoir la diversité et aussi de faire découvrir au maximum toutes ces œuvres qui ne sont pas encore dans le public français. Merci. Alors, autre particularité, en France, le webtoon est aussi révélé par le soutien, peut-être inattendu, de la production imprimée, avec notamment donc, les collections qui démarrent chez Vega Dupuis avec le chef Otaku, ou chez Verytoon avec votre collection K-Books. Aujourd'hui, le webtoon se présente justement sous deux formes. En librairie, avec des adaptations, et à travers vos plateformes, où on peut, si je puis dire, lire en avance, puisque forcément le livre arrive toujours après. En tout cas, aujourd'hui, le schéma est ainsi. Ce qui fait que ça crée des synergies un peu inattendues entre des écosystèmes, le livre qui vend du papier et les écrans qui ne sont pas forcément habitués à se parler. En tout cas, autrefois, tu parlais de 4-5 ans pour Webtoon Factory, Stéphane, c'était déjà, vous étiez très précurseur, pour pas dire, je pense que des gens vous regardaient bizarrement. Je parle même pas des gens de Dailytoon, parce que c'était encore plus, ils sont commencés il y a 10 ans. Alors justement, sur ces synergies, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de votre perception du marché français, puisque la librairie vous soutient, vous soutenez la librairie, il y a une espèce de système vertueux. Quel est votre regard par rapport à ça ? Alors, moi, je suis vraiment du côté Verytoon. Du coup, je peux parler un petit peu au nom de K-Books, mais malheureusement pas plus que ça. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, comme vous le dites, c'est un cercle vertueux. Nous avons des séries qui viennent donc, de notre plateforme, mais aussi de Webtoon. C'est le cas, par exemple, de True Beauty. Nous avons les droits papier, mais Émilie détient les droits numériques. Et il y a en fait des ponts qui se créent entre notre plateforme et la sienne grâce à ça. Et ceux qui veulent en fait découvrir le papier vont pouvoir ensuite aller lire la suite sur Webtoon. Et inversement, ceux qui en fait sont très fans vont pouvoir obtenir un objet papier parce que le lectorat français est très friand de ça. Oui, je me permets de rebondir puisque effectivement tu mentionnes True Beauty qui d'ailleurs est en signature aujourd'hui et demain sur notre stand. Alors c'est vrai que c'est assez fou parce que je pense que ça a étonné Webtoon en Corée de voir le dynamisme du marché du livre en France. C'est-à-dire qu'il y a un truc inattendu qui s'est produit où tout le monde s'est jeté sur les versions papier des Webtoons. Mais évidemment qu'on a saisi l'opportunité et c'est génial parce que en fait il y a deux chemins en fait deux trajectoires. On a ceux qui nous découvrent maintenant presque via les livres. Donc on a des gens qui connaissent Webtoon via effectivement les collections multiples et les sorties multiples de nos Webtoons en livre. Et puis il y a le livre qui reste aussi un objet de collection. Comme pour les fans de manga, en fait, tous ceux qui ont lu True Beauty sont ravis de collectionner aujourd'hui le livre True Beauty. Donc c'est assez chouette de voir que finalement ça nous permet et de nous faire connaître et puis aussi de satisfaire encore les fans avec des objets de collection. Et puis finalement tout ça effectivement fonctionne plutôt très bien ensemble et on est ravis que toutes les maisons d'édition s'y intéressent et donnent une seconde vie parce que c'est un peu notre objectif à nous. C'est pas que le webtoon reste sur l'application, c'est génial, mais c'est une première vie. Nous, notre objectif, c'est que les titres qu'on publie, ils deviennent des livres, ils deviennent des films, ils deviennent des jeux vidéo, que sais-je. Enfin voilà, c'est de donner 1000 vies à ces histoires et pour qu'elles soient le plus vues, lues, entendues. C'est notre objectif. Je pense qu'on peut également prendre l'exemple de Solo Leveling qui est chez K-Books. Qui est une série Kakao en Corée et dans les autres pays, sachant que Piccoma fait partie du groupe Kakao.
Ça a été une très bonne surprise que ça soit un succès également en librairie sur la licence, puisque ça mérite à être connu plus, encore plus. Et je pense également que l'animation qui va sortir l'année prochaine va beaucoup aider le secteur en tout cas. Picoma travaille également sur le sujet et vu qu'on est en contact permanent avec nos éditeurs partenaires également, je ne peux pas faire d'annonce ce soir, enfin ce matin plutôt, c'est pas ce soir. Mais on travaille également sur des passerelles entre le numérique et le papier, sachant qu'on considère, Picoma, nous on considère que notre métier ça reste vraiment le numérique et qu'il y a des acteurs comme Stéphane ou Marine sur la partie Kabooks qui font très bien leur métier sur la partie éditoriale et sur la partie édition papier. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec eux sur l'extension et l'expansion du marché du webtoon, à la fois en numérique et en papier. Selon moi, le webtoon est vraiment un format extrêmement transverse, en fait. On peut avoir un webtoon qui se satisfait en lui-même, puisqu'encore une fois, on va avoir parfois des webtoons. Rappelons-le, de toute manière, le webtoon est une lecture verticale, voilà, qui se scrolle. Et on va avoir des webtoons qui vont s'inscrire parfaitement dans cette verticalité, dans une création verticale. Et en soi, ce type de webtoon, par exemple, va être très difficile à adapter en livre. Nous, on a un auteur qui s'appelle Rours, par exemple, qui fait Soma ou en ce moment Orage, et il est capable effectivement de définir une séquence entière sur une seule image, mais l'image en elle-même va se scroller sur environ 10-15 coups de pouce. Et ça, effectivement, c'est un format qui va être, du coup, une manière de raconter qui va être typique au webtoon et typique au support. Et puis, de l'autre côté du spectre, on a toute une partie de webtoon de création qui peuvent être retransformées ensuite en livre. Et là, on est finalement sur un autre modèle qu'on a connu jadis et qu'on connaît tous bien, c'est que finalement, le webtoon devient une sorte de prépublication. C'est plus les magazines qu'on achetait dans le temps et où on lisait la prépublication de différents épisodes d'une BD avant d'acheter l'album en lui-même. Là, on a sur certains webtoons des gens qui effectivement découvrent sur le format webtoon et ensuite vont chercher le livre en librairie pour l'avoir avec eux. Ce qui en soi, voilà, nous oblige nous aussi à avoir toute une méthodologie de travail éditorial. Puisque quand vous partez d'une narration verticale, le webtoon, et que vous devez arriver sur une narration horizontale, celle de la page d'un livre, vous êtes obligé de recomposer les cases, de recomposer le travail de narration, ce qui nous oblige effectivement à revenir vers l'auteur, à lui demander parfois de refaire une page ou de rajouter des cases ou de rajouter des choses pour que le livre en lui-même ait une narration qui trouve sa fluidité. On sait bien aussi que sur un livre, ce qui est important, ça va être la dernière case de la page, c'est ce qu'on appelle la case du pouce, voilà, qui permet de tourner. Donc il faut qu'il se passe quelque chose de spécifique. C'est ça la narration qui va être recomposée pour faire un livre. Donc on a à la fois, je pense, le format spécifique webtoon qui se satisfait en lui-même et à la fois un format typé prépublication qui nous amène vers le livre. Spécificité aussi très française puisque chez nous, on aime bien le bouquin, on aime bien avoir l'objet, on aime bien avoir sa collection, on aime bien... Puis c'est des beaux bouquins, hein, Solo Leveling, c'est un bouquin absolument magnifique. Voilà, on s'en est beaucoup inspiré, merci beaucoup d'avoir tracé le sillon. Mais voilà, on peut aussi faire différentes tailles, différents formats, selon le type d'histoire qu'on va avoir. Alors, quand j'ai rencontré il y a quelques années Naver, la première personne que j'ai rencontrée à la direction, au-dessus d'Émilie, m'avait dit une formule que je trouvais très forte. Il m'avait dit « on est le YouTube de la bande dessinée ». Et ensuite, j'ai rediscuté avec la même personne 3 ans après et il m'a dit un truc qui m'a vraiment stupéfait. Il m'a dit, voilà, en fait, oui, on était le YouTube, mais en réalité, désormais, on est le webtoon parce que c'est devenu un vrai usage. Et donc, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est la rapidité de la manière dont la pandémie a pu vous aider à vous développer, parce que c'est triste à dire, si je puis dire, dans une certaine mesure, mais être chez soi a permis aux abonnements, aux offres en ligne de se développer. Et surtout, quel est votre regard sur le fait que ça va si vite
parce que vous êtes à la fois concurrents, confrères, vous travaillez ensemble sur de l'achat de droits, et il faut arriver à, quelque part, tenir le rythme. Et donc, je voulais avoir votre avis un peu, même intime, sur ce rythme trépidant qui peut-être demande d'être tout le temps sur le pont. Et voilà, c'est plus sur l'intime que je vous interroge. Mais avant tout, on est des êtres humains. Et le numérique, on croit que on appuie sur un bouton, mais derrière, il y a plein de gens. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'avoir votre avis sur cette rapidité-là. Est-ce que ça vous impressionne? Est-ce que voilà. Bah oui, ça nous impressionne. Alors oui, il y a eu la pandémie, hein, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que Webtoon, on a quand même atteint 2 millions de lecteurs aujourd'hui en France. Et il y en a plus de 82 millions dans le monde. Mais je pense que c'est surtout aussi, et on le voit bien ici avec l'Amazing Festival qui a été lancé au sein de Japan Expo, c'est que, alors, il y a évidemment la culture japonaise qui est très présente, et puis il y a toute une culture nouvelle, hein, plus largement asiatique, très coréenne, hein, ce qu'on appelle cette vague d'Hallyu qui a vu naître ce succès de la création d'un divertissement coréen où ils sont très très forts. Il y a effectivement un talent dans la création d'histoires inédites, je dirais. Et donc on a bénéficié de ça évidemment. Et puis je pense qu'il y a plein de choses qui sont venues en fait créer ce succès. C'est qu'en France aussi, et je pense que c'est aussi pour ça que tout le monde se lance sur le créneau finalement du webtoon, c'est que il y a aussi la création, encore une fois, locale qui est présente et qui est capable, en fait, de s'intégrer à cette création webtoon et d'en créer aussi une nouvelle. Donc je pense que c'est la conjonction de plein de faisceaux différents qui ont fait naître ce succès fulgurant. Alors, quand on vit cette aventure-là, du côté... c'est incroyable. C'est incroyable, c'est-à-dire que de rencontrer des fans tout le long de ce festival, par exemple, c'est absolument génial. De rencontrer, on a aujourd'hui quand même plus de 70 créateurs français sur la plateforme. Et de voir naître cette création nouvelle, de rencontrer des jeunes créateurs et de leur donner en plus tout simplement la possibilité de gagner leur vie avec la création de Webtoon, c'est génial. Donc tout ça n'est que enthousiasmant, en tout cas de mon côté, voilà. C'est vrai que le webtoon se développe rapidement en ce moment sur le marché français et partout dans le monde. Cependant, le webtoon est présent via la plateforme qui s'appelait Dailytoon, que tu connais très bien, Sébastien, depuis 2016. Donc ça fait quand même 6 ans que le webtoon est là en France, d'une manière peut-être plus discrète au début et beaucoup plus présente et dans l'actualité en ce moment. En tout cas, en termes de développement et de croissance, bien entendu, ça va de plus en plus vite et les marchés s'étendent de plus en plus rapidement. Et en France, je pense que la particularité, c'est qu'il y a également cet engouement de la part des éditeurs traditionnels qui existent et qui sont là, et dont le précurseur notamment a été Delcourt avec Yabooks et Solo Leveling. Et ce qui a vraiment enclenché quelque chose sur le marché, avec l'expansion de Solo Leveling, cela a donné des idées, je pense, également aux autres éditeurs qui sont là. Et cela a permis de développer et de faire émerger l'idée que le webtoon peut fonctionner en France et d'une manière plus généralisée. Et ce qui aide également à la création locale, puisque la création locale est importante, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il faut que la création locale suive tout simplement, comme pour le manga d'ailleurs, avec les mangas qui sont développés en France par des auteurs français. Il faut que ça prenne la relève, peut-être pas totalement la relève, mais en tout cas, c'est des contenus qui se complètent et c'est des créations qui se complètent. Et c'est important que ça se complète et avec non seulement les auteurs français, les auteurs coréens, japonais et un peu partout dans le monde. Oui, par rapport à la rapidité, je pense qu'il y a eu plein de facteurs, comme Émilie l'expliquait. Le facteur culturel quand même autour de la vague Corée, donc qui a porté un petit peu l'arrivée du webtoon, c'est complètement transversal là aussi, que ce soit autour de la musique par exemple, les Blackpink, etc. On n'a jamais autant vu de personnalités coréennes s'imposer comme ça auprès d'une génération. Que ce soit en série TV, on a eu Squid Game
qui a attrapé toute une génération de cette manière. À une autre échelle, par exemple, on a Parasite, qui a été distingué sur un autre type de public, mais c'était à Cannes, je crois. C'était le Grand Prix, ou je ne sais plus. Mais bon, qui est vraiment monté au niveau médiatique. Donc il y a un regard un peu médiatique, l'œil de Sauron médiatique, voilà, qui s'est tourné sur la Corée et qui a mis aussi en lumière le fait que la Corée proposait des créations de type webtoon. En même temps, il y a eu une très rapide accélération et vivacité de la part des producteurs. Donc Naver, vous êtes arrivé sur le territoire extrêmement rapidement. Picoma derrière. Enfin, si on compare avec le manga, par exemple, qu'on a suivi quand même depuis son arrivée, il a fallu des décennies avant qu'on ait des entreprises japonaises, Shueisha et Kodansha, qui viennent entrer au capital de certaines sociétés françaises, qui viennent finalement s'installer et aider à promouvoir quelque part leur contenu. Avec des sociétés coréennes, c'est allé beaucoup plus vite, ce qui fait que la proposition qui a été faite au public a été beaucoup plus grande, plus large, plus rapide, et bien entendu, plus on propose des choses aux gens, plus ils ont des capacités d'être intéressés et de trouver quelque chose qui va les motiver. Et puis, la pandémie, tout ça, enfin, il y a un nombre de facteurs sur les 3 dernières années qui a été assez fort. Alors, pardon, je te donnerai... Non, excuse-moi Marine, je te prie de m'excuser. Parce qu'en fait, je regarde l'heure, ça va très très vite. Je suis désolé, et ça, c'est vraiment... alors... D'abord, bravo pour le gros boulot parce que c'est considérable. Alors, vous avez des moyens variables en fonction des structures, mais objectivement, c'est vrai que, comme tu viens de le dire, Stéphane, ça va très vite et surtout, il faut former les gens. Donc, c'est vraiment, déjà, vous avez toute mon admiration pour tout ce qui est fait déjà depuis 2-3 ans sur le déploiement du marché. Alors, j'aurais une question un peu tarte à la crème, mais j'aime bien pour finir, pour terminer sur une note. Mais allez, là, moi hier, j'animais une autre conférence et je donnais rendez-vous aux gens en disant allez, l'année prochaine, il y en aura encore plus des conférences et il y aura encore plus le projet Webtoon. Et là, je vous dis, chers amis, dans 5 ans, dans le champ du numérique, 5 ans, c'est presque le prochain siècle. Comment est-ce que vous voyez le marché? Où est-ce que vous vous voyez? Et puis rêvons ensemble, donnons à rêver à nos visiteurs. Voilà, comment est-ce que vous voyez les choses? Et puis après, on passera à quelques questions dans la salle avant de conclure. Merci. C'est une très bonne question, effectivement. Je pense que le marché est parti pour encore s'agrandir. On voit déjà qu'il y a des maisons d'édition qui sont encore en train de se créer. Michel Lafon vient de se lancer. On a Editis qui va se lancer également. Donc c'est parti pour vraiment devenir exponentiel. Et on espère qu'il y aura des événements qui vont être créés autour du Webtoon. De notre côté, on espère de plus en plus se développer, d'apporter de la création française à terme également. Parce que, comme le disait Émilie, comme le disait Stéphane, il y a vraiment un vivier d'auteurs énorme en France et il faut le mettre en lumière. On espère faire découvrir de plus en plus d'œuvres, que ce soit de Corée, que ce soit d'Amérique, d'Espagne, ou de n'importe où, pour que vraiment... Le format Webtoon est un format un peu particulier qui permet à des jeunes auteurs de se lancer, de faire leurs premières armes et après de se professionnaliser. Et on espère en fait accompagner tout ça et vraiment à terme peut-être qu'il y aura une Webtoon Expo, ce genre de choses. Ce serait vraiment formidable et nous on espère accompagner tout ça et pouvoir continuer dans cette voie-là. Alors, très bonne question. Eh bien, je pense que dans 5 ans, Webtoon déjà ne sera pas limité, en tout cas en Europe, à la France. Et j'espère qu'on créera un Webtoon Europe et qu'effectivement, on soit présent dans tous les pays en Europe. Et puis surtout, je souhaite aujourd'hui à mes créateurs français et dans 5 ans à tous les créateurs européens d'avoir des licences, de créer en tout cas des histoires qui soient visibles dans le monde entier, qui deviennent des énormes succès. C'est ce que je souhaite et c'est comme ça que j'imagine les choses dans 5 ans, d'avoir des énormes stars webtoon françaises et européennes qui auront su tout simplement exporter et diffuser leurs histoires un peu partout.
5 ans dans le numérique, c'est de la science-fiction. Mais bon, je pense que d'ici 5 ans, l'idée pour nous, en tout cas pour Picoma, c'est d'accompagner les acteurs du marché français ainsi qu'européen, non seulement les éditeurs, mais également les auteurs, mais également les lecteurs, pour que le marché puisse se construire et puisse progresser. Et que le cercle vertueux se construise réellement en fait sur l'ensemble des secteurs éditoriaux ainsi que sur les plateformes numériques et que les auteurs puissent également y gagner, bien entendu, puisque c'est les plus importants, c'est eux qui sont à l'origine des contenus. Et la scène, je pense que d'ici 5 ans, la scène de création en France et en Europe va beaucoup se développer. Alors oui, c'est une vaste question quand même, hein. Mais bon, si on se projette de manière relativement réaliste, dans 5 ans, le webtoon va continuer à exploser, puisque de toute manière, la destinée d'un contenu dépend de son système de diffusion. Et le système de diffusion du webtoon, c'est le téléphone portable. Donc à moins que tout le monde abandonne son téléphone portable du jour au lendemain, je pense que le webtoon va continuer. Après, nous, notre objectif de développement sur les 5 ans, il repose avant toute chose sur la compréhension de ce que signifie le principe d'avoir un contenu dématérialisé, digital. La vérité du webtoon et la vérité du contenu digital aujourd'hui, ce n'est pas une territorialité locale, hexagonale, c'est la capacité de proposer demain, dans 5 ans, peut-être un peu tôt, mais bon, un contenu le même jour sur plusieurs continents. Et ça, c'est un petit peu le lendemain. Quand on est une maison d'édition, qu'on veut être édité sur un autre continent, il faut qu'on trouve un diffuseur, il faut qu'on trouve un imprimeur, un partenaire éditeur, etc. Tout ça, en fait, disparaît. Par le webtoon, on peut le faire nous-mêmes. Il nous suffit juste d'avoir des relais de diffusion locaux. Et ça nous permet de développer beaucoup de choses. C'est pour ça, par exemple, je donnerai un exemple, mais nous, on s'est mis en place avec une partie de la création que j'ai définie autour de l'Afrique. En Afrique, on a énormément de culture, énormément de contenu. On a des artistes qui ont beaucoup de choses à raconter. Et en définitive, en bande dessinée, on n'arrive pas forcément à le faire parce qu'on n'a pas de librairie, on n'a pas de réseau de librairie ou de réseau de diffusion de bande dessinée en Afrique, alors que tout le monde a effectivement un téléphone portable. Ce qui fait qu'on a envoyé un éditeur là-bas qui trouve les talents et qui leur permettent de développer des histoires que l'on retrouve ensuite sur téléphone portable. Donc voilà une manière, un exemple par exemple de la manière dont on peut aller aborder un autre continent, d'autres types de créateurs, et que le webtoon en fait favorise parce que justement on oublie un petit peu cette espèce de matérialité qui nous est chère d'un autre côté parce qu'on fait des livres, donc c'est toujours un peu schizophrène le boulot autour du webtoon, mais en même temps qui nous permet aujourd'hui de tourner nos regards vers le Brésil par exemple, de tourner nos regards vers d'autres pays d'Europe. On est aussi en contact avec des auteurs en Chine par exemple. Donc voilà, il y a toute une capacité internationale de la conception, de la création et de la diffusion qui, à mon avis, est le véritable objectif dans 5 ans ou dans 10 ans, selon les sous qu'on nous donnera. Super. Alors, permettez-moi déjà de vous remercier infiniment. Je vous ai posé des questions un petit peu vaches, donc vous en êtes merveilleusement sortis. Je vais passer la parole. Il y a notre ami Elliot qui est là. Si d'autres personnes souhaitent intervenir, jeune femme, si vous voulez vous approcher. Elliot, tu auras la parole, bien sûr. Juste pour aller un petit mot complémentaire de ce que vous dites, c'est vrai qu'il n'y a pas de webtoon sans artistes. Et ce que j'entends, c'est que vous avez envie de les soutenir. Et à titre de lecteur, je compte sur vous. Alors, mademoiselle, une question. Bonjour, merci beaucoup pour ce que vous nous avez offert, c'est très intéressant. Alors, ma connaissance en webtoon étant très limitée, moi je suis pas mal tournée animée et tout ce qui va être animation. Et du coup, alors, vous ne l'avez pas cité ici, mais moi j'ai regardé notamment l'animé de Tower of God. Alors, il y a un truc qui m'a un peu surpris, mais c'est que du coup il a été tourné en japonais. Sachant que c'est un webtoon sud-coréen, est-ce que vous pensez qu'on va avoir plus de création, notamment en animation, avec des contenus en coréen et non plus en japonais, passer par le japonais pour avoir un contenu animé qui soit
disponible pour tout le monde et que les gens apprécient en fait. Alors, je ne suis pas à l'origine de cette décision. Hein, Tower of God, moi, ça m'échappe. Donc, j'ai pas l'historique de, effectivement, comment on arrive de l'animé japonais alors qu'il est coréen. Mais vous savez quoi? Je ferai remonter ça. Mais j'espère de toute façon, mais l'idée, c'est qu'on garde de toute façon toujours l'origine du webtoon, et j'espère que de plus en plus, et je pense qu'on arrive à ça, et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que je pense que demain, effectivement, les animés coréens auront leur place. C'est une question de temps. Je pense qu'il y a un changement un petit peu, en tout cas, d'ouverture des cultures. Et l'animé ne sera plus seulement japonais et sera tout simplement originel dans sa langue natale, quoi. Voilà. Si je peux rebondir juste avant de passer à la prochaine question, par exemple pour Solo Leveling, qui est un webtoon coréen tiré d'un web novel coréen, bien entendu, ça sera développé et produit par Aniplex, qui est japonais, mais je pense que c'est plus dans la complémentarité des choses. Donc on a des webtoons coréens qui sont très bien, les japonais savent très bien faire de l'animation, et c'est comme si on faisait un couple des meilleurs du monde, et on se soucie plus de quel pays vient tel ou tel webtoon, du moment que ça peut avoir le succès et qu'il y ait la qualité qui va avec. Bonjour, merci beaucoup pour aujourd'hui. J'ai appris plein de choses grâce à vous. Alors moi j'ai une petite question, c'est de savoir comment vous faites pour choisir les œuvres que vous mettez sur vos plateformes. Parce que ça c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choix, beaucoup de propositions. Et je me suis toujours demandé quand vous faites pour les choisir. Alors ça doit être un rapport aussi avec les lecteurs, mais je pense qu'il y a une formation ou peut-être un concours derrière, je sais pas. Donc c'était ma question. Voilà. Bonjour, merci pour ta question. Alors, il va y avoir en fait différentes manières. On a effectivement une personne qui est à un poste qui s'appelle la chargée d'acquisition, qui va donc faire effectivement beaucoup de veille. C'est une personne qui parle plusieurs langues, donc il va aller lire sur les plateformes coréennes, chinoises, japonaises, ce genre de choses, en anglais également. Après, on va avoir aussi des suggestions de notre public, tout simplement. Les œuvres que nous, on aime aussi personnellement et qu'on aimerait traiter. Et après, ça va être aussi, on va aller sur les sites de scan pour voir ce qu'il y a de succès. On va aller sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et on va essayer de suivre les tendances du public. Et après, tout simplement, il y a les ayants droit coréens, par exemple, qui vont nous envoyer des catalogues afin que nous puissions choisir dans les œuvres qu'eux produisent. Alors c'est une super question parce que tu me donnes l'occasion de parler d'un concours webtoon qui est en cours en ce moment. Parce qu'on est toujours à la recherche de nouvelles créations. Et donc tous les étés, et donc cet été c'est le cas aussi, il y a un super concours. Il y a vraiment pas mal d'argent à gagner et des contrats à la clé évidemment. Donc les concours sont pour nous une façon de trouver des nouvelles séries. On a aussi notre plateforme Canvas qui est la plateforme. On parlait de YouTube tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a un peu YouTube quand même, dans le sens où on permet en fait à chacun de créer du contenu et on a toute une équipe d'éditeurs qui tout simplement est sans cesse en train de lire des histoires, revoir des projets, chercher des auteurs. Et à partir du moment où l'histoire est dans un bon format, avec un format webtoon bien adapté et une histoire et une narration qui correspond au format webtoon, de vous faire revenir tout simplement toutes les semaines, c'est gagné, quoi. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, je voudrais savoir quels sont... est-ce que vous auriez un ou plusieurs webtoons favoris à chacun d'entre vous, s'il vous plaît? Nos webtoons favoris, répétez. Je te laisse commencer. C'est bon? D'accord. Désolé. Alors, je voudrais savoir si vous auriez à chacun, tous d'entre vous, un ou plusieurs webtoons favoris.
Alors je pense qu'on va proposer chacun un de nos titres. La flagornerie. Voilà. Moi je conseillerais un titre en particulier chez Webtoon Factory qui s'appelle Le Grand Retournement. C'est une histoire de science-fiction assez délirante qui part du principe que le monde se retourne et que tout devient tête bêche. Et à lire en verticalité sur un schéma d'un monde qui s'est complètement retourné, ça donne quelque chose d'assez hallucinant en termes de création. Et en termes de Webtoon, ça fonctionne très très bien, bizarrement, puisqu'on retourne, donc on se retrouve aussi dans une certaine forme de verticalité. Alors moi j'aime particulièrement L'Or Olympus, qui est un webtoon qui vient de notre plateforme des américaines. J'adore L'Or Olympus, c'est le mythe de Perséphone et d'Hadès qui a été mis au goût du jour. Et donc on suit une romance très contemporaine avec des dessins absolument incroyables. Donc L'Or Olympus, j'adore. Et alors, il y a un webtoon français que j'aime beaucoup qui s'appelle Colossal chez nous, qui est tellement drôle. Mais vraiment, je vous invite à lire Colossal. Les créatrices sont là. Et vraiment, voilà, ça c'est un de mes webtoons chouchous. Et puis parce que je suis aussi un peu éditrice. Et d'ailleurs, ils vont être en dédicace très bientôt. On avait sorti, justement au moment du confinement, le webtoon de Monsieur le Prof. Monsieur le Prof, c'est quelqu'un qui est sur Twitter et qui est très connu, c'est un prof d'anglais. Et il est venu raconter en fait sur Webtoon, via son Webtoon un peu rigolo, la vie de prof d'anglais dans un collège, dans un lycée. Et franchement, c'est assez drôle. Et il est tout à l'heure sur scène, donc si vous voulez venir le voir, n'hésitez pas. Alors, c'est une question qui est très compliquée. Parce que avant d'être éditrice, je suis lectrice de Webtoon. J'ai travaillé notamment chez Dailytoon, ce genre de choses. Et choisir, c'est très compliqué. Mon premier Webtoon, c'était Bastard, qui est publié chez Kiyun. J'ai commencé Webtoon avec Castle Swimmer, que j'adore. Chez Dailytoon, j'ai eu l'occasion de voir The Beginning After the End arriver. Et je crois que sur notre plateforme en particulier, chez Verytoon, si je devais en choisir qu'un seul, ce qui est vraiment compliqué, ce serait L'Armure et la Couronne, qui est une histoire absolument formidable d'une jeune femme qui a été lancée dans la guerre depuis son plus jeune âge et qui va se mettre en fait au service d'un empereur et autant que chevaleresses. Et c'est juste formidable de suivre son histoire et de suivre aussi toute l'histoire de la conquête avec un style de dessin qui est juste magnifique. Moi, si je devais en choisir un, je pense que je vais citer Navilera, qui est une très très belle histoire d'un jeune homme et d'un sexagénaire et qui mêle à la fois les sujets de la danse classique ainsi que du combat contre l'Alzheimer, la vieillesse, et qui est également une preuve flagrante du cercle vertueux avec l'édition, puisque Navilera est également disponible chez K-Books, si je me souviens bien. Et que À la fin de l'année, non. À la fin de l'année. Et en tout cas, on voit bien le cercle vertueux qui se construit autour des webtoons. Dernière question. Alors moi, je viens de découvrir les webtoons récemment et je remarque qu'il y en a énormément. Autant pour les mangas, il y a des magazines spécialisés qui peuvent nous conseiller des titres, je pense comme par exemple à Animeland, mais pour les webtoons, je l'ignore. Donc ma question, comment faire pour s'y retrouver? Comment faire le tri dans cet immense catalogue? Alors moi j'ai un élément de réponse, il faut que tu lises Xtra, qui est un autre magazine d'Animeland où il y a des chroniques webtoon et qui parlent de toutes vos productions, les amis. Donc voilà, désolé, c'est mon petit moment de flagornerie personnelle. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Alors sur une plateforme comme la nôtre, logiquement, il y a quand même un système de recommandation, c'est-à-dire que de fait, tu vas découvrir forcément si tu aimes certains genres plus que d'autres. Donc on est catégorisé par genre. Il y a pour nous un classement des séries les plus populaires par genre. Donc ça permet de découvrir en gros et de rentrer dans le webtoon de façon un peu facile. On va vous proposer les gros hits, les titres qui sont et les séries les plus faciles à lire et les plus à succès. Et puis petit à petit, on va vous recommander plein d'autres choses, des webtoons moins connus, mais dans des genres que vous aimez bien. Et puis surtout, on a une communauté de fans qui est présente absolument partout.
sur Instagram, sur TikTok, dans les commentaires d'ailleurs de nos propres webtoons, et qui sont toujours là pour recommander. Et donc ils adorent faire ça et on les laisse un peu faire finalement parce que c'est eux les meilleurs ambassadeurs. C'est de recommander quand elle aime bien quelque chose, de faire découvrir un autre webtoon. Et ça, c'est le meilleur rôle qu'ils jouent. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Notre compte Instagram aussi. Notre compte Instagram, c'est vraiment aussi un moyen pour nous de vous aider, à vous guider. On thématise des séries, on essaie de vous dire si vous aimez ça, a priori vous devriez apprécier ça. Donc voilà, il faut aller fouiner, il faut aller chercher, il faut aller faire partie de la communauté Webtoon et vous aurez des milliers de recommandations. Merci. J'ajoute que, évidemment, chacun d'entre vous avait des systèmes de préconisation, ça va de soi, sur vos propres plateformes, vous avez vos propres réseaux sociaux. Donc effectivement, il y a ce canal-là aussi. Et puis j'ajoute, puisqu'il est présent au premier plan, qu'il y a un magazine en ligne qui traite de l'actualité Webtoon, qui s'appelle Webtoon Actu, qui vient de se lancer. Et pour être tout à fait franc, en fait, on est au début de l'histoire aussi pour les médias que toi, Vincent et moi, on représente. Donc y a encore du chemin, mais on arrive. Alors, on est à l'issue de cette conférence. Merci infiniment chacun d'entre vous. Vous pouvez les applaudir parce que c'est le matin, vous avez du mérite d'être là, on a du mérite d'être là et on est surtout très contents. Alors moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est tout simplement à aller les rencontrer sur leur stand, sur le stand de Webtoon Factory, qui voisine le stand de Verytoon, qui voisine le stand de Webtoon, Naver Webtoon, et Picoma qui est partout visible. Et donc, si vous voulez parler avec Picoma, vous attrapez Young Rae. Et là, vous ne le lâchez pas et il va tout vous raconter. Et en plus, comme il est extrêmement sympa, ça va être très très bien. En tout cas, merci infiniment. Lisez des webtoons, discutez avec nos amis et puis, partagez vos passions, échangez sur vos webtoons parce que c'est vraiment comme ça que le webtoon se développe aujourd'hui. Donc voilà, c'est à vous aussi, en tant que lecteur, de continuer à faire monter le webtoon très fort. Et on compte sur vous, si je puis dire. Voilà. Merci, bon festival.